OK, d'accord. Sur ton ordinateur, il va tomber dans tes téléchargements. C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié et nous co-dirigeons avec Yves Tremblay cette série de visioconférences intitulée Pandémie Covid, Avenir Santé, GRISOF, SPLFEFP, AUF. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Bruno Housset, professeur de pneumologie au CHU de Créteil et président de la Fondation du Souffle. Le professeur Housset va aujourd'hui nous parler de Covid, environnement, dérèglement climatique, deux points, quelles interactions, point d'interrogation. Eh bien, merci de votre participation, de votre présence. Et Bruno, tu as la parole. Un grand merci à Étienne et à Yves de m'avoir invité et de m'avoir sollicité pour vous parler de climat, pollution et Covid. Ça m'a permis d'apprendre des tas de choses sur la relation entre climat et Covid. Vous avez d'abord ici mes liens d'intérêt qui ne sont pas de conflit, il n'y a pas de conflit avec ce que je vous présente aujourd'hui. Et donc vous avez ici le dernier point de l'OMS sur l'épidémie, sur la pandémie. Et vous voyez le nombre de cas dans les 24 dernières heures, c'est 600 000 cas. Et nous sommes maintenant à plus de 5 millions de décès liés au Covid. On peut quand même s'interroger sur, quand on regarde cette carte, sur par exemple le fait qu'en Afrique, on a l'impression qu'il y a assez peu de cas. Euh, Probablement, il y a aussi un problème sur le recueil du nombre de cas et sur les tests qui peuvent être réalisés pour confirmer un diagnostic d'infection Covid. En fait, je vais commencer par vous parler d'infections respiratoires et climat, parce qu'en fait, on a des données déjà depuis plusieurs années sur le lien qu'il peut y avoir entre le climat et les infections virales respiratoires. Il y a une très bonne revue là, sur la saisonnalité des infections virales respiratoires. Euh, Si on commence par la partie inférieure, le comportement humain, les interactions humaines, que ce soit dans son lieu de travail, à l'école, à l'hôpital, vont bien sûr modifier les contacts interindividuels qui sont l'occasion en fait de contamination, avec une contamination indirecte quand on a éventuellement du virus sur des objets, ou bien par des gouttelettes lors d'un contact ou lors d'un contact direct, et enfin lors d'aérosols. Et donc on va voir qu'il y a une discussion sur le côté aérosol. Est-ce que le virus Covid peut être transmis par aérosol ou pas? La réponse est oui, en bref. Et donc, vous voyez que si on remonte dans la diapositive, en fait, les facteurs saisonniers, les facteurs de saison, c'est-à-dire la température, l'humidité absolue ou relative, l'éclairage par le soleil, les ultraviolets vont jouer un rôle sur le virus, sur sa viabilité, sur l'évolution des gouttelettes qui peuvent éventuellement se déshydrater et aboutir en fait du fait d'une réduction de la taille à des aérosols et qui peuvent être transmises par ce biais. Et puis, bien sûr, il y a des modifications de l'environnement domestique avec des modifications de température, d'humidité et des taux de ventilation. On va aussi en reparler, qui vont éventuellement avoir une influence sur les défenses de l'hôte avec des actions plutôt négatives sur les défenses antivirales. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les interactions entre les virus. En fait, il y a 9 classes de virus respiratoires. Et vous voyez qu'il y a des virus de l'hiver et des virus de toute l'année ou des virus de l'été. En fait, il y a des interactions et quand l'un se multiplie, se réplique, l'autre, il peut inhiber en fait la multiplication de l'autre virus. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une distinction entre les pics de rhinovirus et les pics de virus influenza, de la grippe. Et donc, sur le Covid, il y a eu des travaux qui ont été faits et qui suggèrent des interférences entre le rhinovirus humain et le SARS-CoV-2, qui lui-même peut avoir un effet sur le virus influenza et sa réplication. C'est intéressant quand on pense au fait qu'on n'a pratiquement pas vu de grippe lors de la saison précédente, et c'est peut-être d'une part parce qu'il y a eu des mesures barrières qui ont été mises en place, mais aussi peut-être parce qu'il y a des interférences entre les virus, et notamment entre le SARS-CoV-2 et le virus influenza.
Là aussi, le mode de contamination va varier en fonction du climat ou de la saison. Vous voyez ici sur la gauche le climat et la saison, mais surtout les modes de transmission, c'est la dernière colonne à droite qui va changer. En climat tropical, la valeur absolue d'humidité est élevée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, avec une forte stabilité du virus, peu de nucléaire, c'est-à-dire de réduction de taille des gouttelettes et donc surtout une transmission par contact indirect et par contact avec les objets. Et puis, par contre, si on va en hiver, l'air est plus sec, l'air est froid, et donc on va avoir essentiellement une grosse proportion de virus sous forme d'aérosol, et donc essentiellement une contamination par voie aérienne. Donc, vous voyez que l'humidité et puis la température peuvent jouer sur la transmission des virus respiratoires en général. Je ne vous parle pas du Covid, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été menés spécifiquement avec ce virus. Là encore, ça reprend les effets des virus respiratoires, enfin de la saison, hein, de l'humidité, de la température sur les modes de défense de l'organisme. Et vous voyez qu'à basse température, on va avoir un certain nombre d'effets qui vont fragiliser en fait la défense à la fois des voies aériennes supérieures, mais aussi des voies pulmonaires, avec notamment une diminution de la clairance mucociliaire et des modifications de la réponse immune innée. Là, c'était pour vous montrer, avec le virus de la grippe, les modifications en fait, de répartition dans la saison. Vous voyez ici que dans l'hémisphère nord, c'est essentiellement, quand on regarde ce qui se passe ici aux États-Unis, la grippe est donc essentiellement une infection hivernale. Par contre, dans les régions tropicales, ça quasiment toute l'année. Et quand on regarde l'hémisphère sud, eh bien, c'est ce qui correspond à notre été à nous, c'est l'hiver en Australie. Donc, on voit qu'il y a effectivement des effets de la saison sur la transmission du virus de la grippe. Et donc, dans ce travail, il montrait les effets, en fait, différents effets sur les contacts interindividuels, sur la survie du virus et sur l'immunité qui aboutissaient en fait au développement des épidémies. Et c'est intéressant de voir, on retrouve ici l'humidité et la température, et puis les UV, et puis ici l'effet de différentes vitamines qui sembleraient pouvoir interagir avec l'immunité, ceci étant d'un niveau de preuve assez bas. En venant au Covid, et en fait ce tableau qui est parfaitement illisible, c'est pour vous montrer l'ensemble des publications qui ont été faites. Et il y en a vraiment des publications de façon extrêmement abondante. Il y a d'ailleurs des publications sur le fait qu'il y a trop de publications sur le Covid, puisqu'on n'arrive plus très bien à faire le tri de ce qui sort. Et donc vous voyez que en fait les différents, ce qui était pour vous montrer en fait les facteurs d'environnement qui étaient étudiés. La première colonne ici, c'est la température, et vous voyez que pratiquement toutes les publications s'intéressent à la température, puis vient l'humidité, puis la vitesse du vent, et puis la pluie, les précipitations. Et vous voyez que pour le reste, c'est quand même très, très limité. Donc, une grande hétérogénéité dans les études publiées concernant les effets du climat. Maintenant, quand vous regardez cette carte-ci, c'est une revue récente qui a été publiée sur l'effet de l'environnement et du climat sur la transmission du virus SARS-CoV-2. Et donc, ils ont pu sélectionner 23 articles. Et vous voyez que dans ces 23 articles, dans 100% des cas, on trouvait une étude de la température, 70% l'humidité, les vitesses du vent, c'était moins fréquent, et les précipitations, 26%. Et on va voir qu'il y a une grande hétérogénéité des résultats. Vous avez ici le nombre d'articles qu'ils ont sélectionnés en fonction de la répartition par pays. On voit que c'est essentiellement les États-Unis, le Brésil et la Chine qui ont été étudiés. Donc, quelquefois, ça a même regroupé plusieurs pays. Il y a un travail qui a été fait sur 166 pays sur l'effet des variations climatiques sur la transmission du SARS-CoV-2.
Et donc, quand on regarde les résultats, en fait, c'est très hétérogène. Car pour la température, certes, les 23 articles s'étaient intéressés aux effets de la température. Dans 3 cas, il n'y a pas d'association. Dans 18 cas, ils ont trouvé une association entre la température et la transmission du Covid. Mais vous voyez que dans 11 publications, la corrélation est négative. Et c'est probablement ça qui l'emporte, mais on verra ça tout à l'heure. Dans 7 cas, la corrélation était positive et dans 2 cas, il y a une plage optimale de température et en dessous ou au-dessus, il y a une diminution de la transmission du virus. Concernant l'humidité, vous voyez qu'il y a des articles qui sont intéressés à l'humidité dans sa valeur absolue ou relative, ou les deux, mais vous voyez que ce n'est pas constant et on trouve 12 articles sur les 16 qui décrivent une association, soit une corrélation négative dans 6 cas, 4 articles 4 fois, et 4 articles qui montrent une corrélation positive, et 2 qui là aussi suggèrent une plage optimale de transmission pour l'humidité, pour la transmission du virus. Si maintenant on regarde la vitesse du vent, on peut voir que, en fait, d'abord, il y a peu d'articles, il n'y en a que 10. Dans 3, il n'y a pas de résultat. Dans 3 cas, il y a une association, une fois positive, une fois négative, pardon, excusez-moi, une erreur, et 2 fois négative, et 4 fois, il n'y a pas d'association. Et pour les précipitations, 6 articles, et vous voyez que là aussi, les résultats ne sont pas tous dans le même sens, puisque une fois c'est positif, une fois c'est négatif. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des arguments pour que la température et l'humidité interviennent sur la transmission du Covid. Peu d'éléments pour la vitesse du vent et les précipitations, c'est très hétérogène, difficile à interpréter. Et la conclusion en fait, de cette revue générale, c'est que les études suggèrent que le temps a un effet contributif sur la transmission du Covid-19, en particulier température et humidité. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que très vraisemblablement, température et humidité ont un effet. Je vous ai juste mis un travail qui a été fait en Chine et qui montre une corrélation négative entre la température et le décompte des cas de Covid. C'est sur plusieurs milliers, parce que quand on s'intéresse aux études chinoises, c'est plusieurs milliers de cas, dizaines de milliers de cas de Covid. Et vous voyez qu'il y a un effet, donc une corrélation négative, que ce soit par la température et l'humidité. Et dans ce travail, il montre aussi qu'il y a une interaction entre température et humidité. Juste, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même intéressant de voir, il y a un travail qui a été fait en Équateur sur le lien entre l'altitude et la mortalité par Covid-19. Vous voyez ici l'Équateur avec les régions qui sont en vert plus foncé, sont des régions qui sont en altitude. Là, c'est un petit peu moins élevé sur cette région-là, mais par contre, il y a la côte et à basse altitude. Et en fait, quand ils ont regardé les différences en termes de mortalité, eh bien, le point qui était le plus lié, c'est l'altitude qui était significativement associée à la mortalité. Donc, je n'ai pas de commentaires particuliers sur les mécanismes qui peuvent être à l'origine de ça, mais clairement, et ça touchait plutôt les gens de race blanche. Je ne peux pas non plus l'expliquer, expliquer pourquoi. Donc voilà, c'était juste un peu anecdotique, mais pour l'effet du climat et de l'environnement sur l'environnement climatique, sur la survenue du Covid. Passons maintenant à la pollution. Sur la pollution, il y a également pas mal de publications avec pas mal de discussions. Mais là aussi, on a des antécédents, entre guillemets, avec les autres virus respiratoires. Et là, je vous ai mis deux articles. Le premier, c'est une publication, on s'est intéressé aux effets des différents polluants, PM2,5, donc des particules de moins de 2,5 microns, PM10 de moins de 10 microns, SO2, NO2, CO et ozone. Entre 2016 et 2017, ils ont comptabilisé plus de 80 000 épisodes pseudo-grippaux. Et vous voyez ici qu'il y a un effet significatif immédiat du PM2,5, des PM2,5, PM10, que l'ozone semble peut-être protégé parce qu'on a l'impression que les odes ratios sont inférieurs. Le CO, ça augmente, SO2 aussi, NO2, peu de choses. Les différents points ici en abscisse, ce sont les jours de délai d'apparition
de syndrome pseudo-grippaux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un délai qui peut être de 1 à 2 jours, mais on va voir que ça peut être encore plus tardif après l'exposition à un pic de pollution. Et puis sur la partie droite, vous avez en fait par tranche d'âge, entre 0,4 ans, 5-10 ans, 15-24 ans, 25-59 et plus de 60 ans, vous avez ici la même chose, les effets des différents polluants, ce sont les mêmes que dans l'écran, à la partie gauche de la diapositive. Et on voit qu'effectivement, il y a un effet qui est marqué chez les enfants et après chez les gens plus âgés de la pollution. On retrouve ici le risque relatif au milieu des polluants sur l'apparition. Vous voyez que pratiquement tout est significativement associé, sauf pour le NO2. Donc, ce sont les effets aigus de la pollution, avec un effet parfois retardé sur la survenue de ces épisodes de pseudo-grippaux. En fait, il n'y a pas eu de diagnostic viral fait dans ce travail. Une autre publication, il y en a d'autres, mais je vais sélectionner ces deux-là. C'est une publication qui date de 2018, qui a été menée à Salt Lake City, où en fait, ils ont repris 146 397 infections chez. Donc, vous voyez que c'était essentiellement des enfants d'entre 0 et 2 ans. Et en fait, ils ont regardé 1 an avant ce qui s'était passé et quelle exposition ils avaient à la pollution. Et ils ont regardé dans les jours précédents les effets d'un pic de pollution. Et en fait, ce qu'on voit sur cette figure, vous avez les 3 tableaux qui vont dépendre de la classe d'âge, c'est en fait l'augmentation significative des infections après l'exposition à un pic de pollution. Et ce qui est intéressant, les triangles, les ronds, les carrés, c'est que ça correspond en fait au délai. Et ces délais, vous voyez que le premier, c'est de 0 à 6 jours, puis 7 à 13 jours, puis 14 à 20 jours et 21 à 27 jours. Et vous voyez que jusqu'à 3 semaines après l'exposition à un pic de pollution, on peut avoir une augmentation des infections respiratoires par un virus, c'était essentiellement du virus respiratoire syncytial. Et donc, on retrouve ça même si on enlève les variables liées au temps, donc température, humidité, dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis, même en enlevant, parce qu'ils avaient des stations de comptage de la pollution qui étaient à distance, donc ils avaient fait des extrapolations. Et quand on enlève l'extrapolation, on reste quand même avec des variations significatives, notamment chez les plus jeunes, mais c'était encore une fois la majorité. Donc là, on parle de virus respiratoires, pseudogrippaux ou rhinovirus. Quid du Covid? La transmission du Covid se fait par contact indirect sur ce qu'on appelle les fomites, là, sur les objets, par le poignet de main. Vous savez que maintenant, c'est proscrit, comme les embrassades, et puis éventuellement par contact des gouttelettes, et d'où la nécessité d'avoir une distanciation, de porter un masque. Et puis la question s'est posée éventuellement de contamination par voie aérienne. Et il y a eu en fait pas mal de discussions sur le sujet. Il y a eu un travail qui a été publié, qui est donc signé par Isabella Anesi-Maezano, pour apporter des arguments, et on en discutera plus tard, mais pour le lien entre Covid et pollution, c'est que le virus est présent dans l'air exhalé. Donc, il y a une possibilité de contamination aérienne, il y a des arguments pour le dire. Il y a une présence du virus dans les aérosols, avec des discussions sur la viabilité du virus qu'on peut récupérer dans les aérosols, dans les particules éventuellement de pollution. Mais il y a un travail qui a montré que c'était viable jusqu'à 3 heures après. Au-delà, on ne sait pas bien. On peut retrouver du matériel génétique du virus dans des particules en aérosol. Et puis la relation entre pollution et Covid, dont on va parler, et en fait, ce sont les Italiens qui les premiers ont insisté sur cette relation entre Covid et pollution. Vous savez que ça a été l'épicentre, puisque maintenant on parle d'épicentre. L'épicentre a été le nord de l'Italie, la vallée de Pau était particulièrement exposée avec beaucoup de cas de Covid. Et en fait, ces auteurs ont dit oui, mais il y a aussi beaucoup de pollution. Et vous avez ici la pollution dans la région nord de l'Italie, l'excès de PM10,
particules de moins de 10 microns. Et puis ici, l'étendue, l'extension progressive des cas de Covid. Et donc, ils ont insisté sur le fait que la pollution particulière pouvait participer en fait à la diffusion du virus dans la population. De la même façon, ici, ils ont montré que quand on comparait, ici, les ronds noirs, c'est l'Italie du Sud et les carrés ouverts, c'est l'Italie du Nord, et qu'il y a une relation entre les excès, enfin le dépassement des normes de PM10 et puis le nombre de cas dans la population. Est-ce que la sévérité peut être aussi associée à cette pollution? Toujours en Italie, ils ont montré que le nombre d'admissions en réanimation eh bien, était lié directement en fait, à la concentration en PM2,5. Et donc là aussi, vous avez des chiffres de liens, des liens qui sont tous très significatifs, mais on le voit clairement que plus la pollution est élevée, plus il y a un risque d'admission en réanimation. Là, on parle surtout d'exposition en aigu, courte durée. Est-ce qu'une pollution plus prolongée peut aussi être associée à la mortalité du Covid? Eh bien, malheureusement, la réponse est oui. C'est un travail qui a été fait aux États-Unis et qui s'est intéressé à l'exposition au PM2,5 entre 2000, sur 17 ans, entre 2000 et 2016. Donc, ils ont regardé quelle était la mortalité par Covid en 2020. Et ils ont montré en fait qu'il y avait une association et qu'une augmentation de 1 microgramme par mètre cube dans les PM2,5 en moyenne sur l'année des années 2000 à 2016 était associée à une augmentation de mortalité de 15%, ce qui est considérable. Et donc, ça montre qu'en fait, déjà, le mal est partiellement fait, puisque le fait d'avoir été exposé dans les 15 années précédentes à une pollution par les particules vous rend plus vulnérable par des mécanismes peut-être d'altération en fait, de la fonction respiratoire, de l'immunité respiratoire, vous rend plus vulnérable à une infection par le Covid. Il a été montré que l'expression de l'ACE2, du récepteur qui permet l'entrée en fait, du virus dans la cellule, peut être favorisée par l'inflammation en rapport avec la pollution. Toujours dans cette même étude américaine, ils ont fait une étude de sensibilité et ils ont montré que de toute façon, ça restait assez efficace, sauf quand on enlevait les lits d'hospitalisation. Mais autrement, ça reste toujours significatif. D'autres se sont intéressés à la mortalité. Quelle est la fraction de la mortalité qui peut être attribuée au Covid-19? Donc ça, c'est un travail qui a été publié dans une revue de cardiologie. Et vous voyez ici qu'il y a une nette, vous avez le pourcentage de cas qui sont, le pourcentage de la mortalité attribuable au Covid-19. Et donc, vous avez en Chine, en Europe et aux États-Unis un pourcentage qui peut être élevé. Ces valeurs en pourcent sont disponibles sur ce tableau. Vous avez dans le monde entier la mortalité attribuable en fonction de la mortalité attribuée à la pollution. Vous avez 8%, 15% de la mortalité attribuée à la pollution qui est liée au Covid-19. Donc, ça donne une idée de l'effet du Covid sur la mortalité liée à la pollution et des interactions entre les deux. Vous voyez qu'en Europe, c'est considérable, entre 13 et 19% pour ce qui est lié à l'émission de combustion fossile, d'énergie fossile et toutes les émissions d'origine humaine. Là, on parlait de mortalité. Est-ce qu'on peut prédire la transmissibilité? Alors là, j'ai choisi ce papier parce qu'il prenait en compte pas mal de facteurs. L'humidité dont on a parlé il y a très peu de temps, et puis ici aussi l'altitude, la population, la densité de population, mais aussi, vous voyez ici, la pollution de l'air et les PM10. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette analyse globale, vous savez qu'ils ont fait une analyse globale intégrant les données d'origine chinoise, mais aussi en excluant les données d'origine chinoise. Et donc, quand on prend, après exclusion des données chinoises qui sont massives par rapport au reste, on voit qu'il y a des corrélations, effectivement, des radiations
ultraviolette, de la latitude, de l'élévation, de la pollution de l'air, avec ici une nette association avec un R0 qui augmente avec l'augmentation de la pollution. Donc, il y a un lien entre transmissibilité et R0. Un autre élément intéressant, c'était que l'élément de réponse des autorités de santé est plus, alors qu'ils ont fait une échelle en fait de réponse, de stringence de la réponse des autorités de santé, et plus c'est important, plus le R0 diminue. Donc, ça peut être un argument pour dire que, par exemple, le confinement peut avoir un effet sur la diminution du R0, donc de la transmissibilité du virus. Là aussi, dans ce travail, ça, je l'ai mis, bien que là, on ne retrouve pas la pollution dans les différents regroupements qu'ils ont faits, mais c'est intéressant de voir la part en bleu de la réponse sur le R0, sur l'explication de la variance du R0. Et donc, vous voyez que la Chine, quand on exclut la Chine, on a un petit peu moins d'explications. Mais sur la Chine, on a un petit peu moins de données. C'est pour ça qu'il manque une partie des données. Effet de la pollution, quelles interactions, mécanismes, le SARS-CoV-2, ici en bleu, entraîne des pathologies qu'on peut retrouver aussi avec la pollution qui donc va entraîner des effets inflammatoires qui vont favoriser en fait les effets toxiques du virus, la toxicité du virus, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc la pollution de l'air a des effets sur les voies aériennes en modifiant la perméabilité, en modifiant l'expression de la CO2, et puis avec un développement de maladies qui sont connues pour être associées au Covid-19. Et puis là, vous avez d'autre part l'augmentation d'exposition du Covid, enfin du SARS-CoV-2 suspendu dans l'air qui peut être porté par, plus que par les gouttelettes, par des petites particules, des gouttelettes qui se sont déshydratées en fait, hein, mais qui peuvent porter le SARS-CoV-2. Et donc, je vous ai mis ici deux papiers de référence sur cet aspect des choses, notamment le papier qui a été publié dans Lancet en 2021 par Trisha Greenhalgh, qui donne 10 raisons pour lesquelles on a bonne raison de penser qu'il y a un aérosol et une transmission aérienne du SARS-CoV-2. C'était une tribune en fait qu'elle a publiée après la publication d'un rapport de l'OMS qui émettait des doutes sur la réalité de ces transmissions aériennes. Et là, il y a un certain nombre de gens qui se sont élevés pour dire, écoutez, vraiment, franchement, il y a de bonnes raisons de le penser. Là, c'est aussi une publication, une revue sur les effets, le portage, la contamination par des particules qui peuvent porter le virus. Juste quelques mots sur la pollution intérieure. Donc, la pollution intérieure, pour les 2/3 à peu près, est liée en fait à la pollution extérieure. C'est le reflet de la pollution extérieure. Il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, notamment des travaux faits par nos amis suisses qui montrent que les 2/3 de la pollution intérieure sont le reflet de la pollution extérieure. Mais il y a une pollution spécifique. Mon point ici, c'est que si vous ajoutez les PM2,5, des particules de l'extérieur et celles qui sont produites dans l'intérieur des locaux, vous avez ici 78% de la pollution en termes de masse qui est en rapport avec ces particules. Donc le virus peut être porté par ces particules et donc c'est extrêmement important de s'intéresser à la ventilation des locaux, à l'aération des locaux. Et là, je vous ai mis une référence à aussi une tribune publiée dans Science dans laquelle ils disent qu'il est essentiel de s'intéresser, certes à cause du Covid, mais aussi à cause de la transmission d'autres virus respiratoires, voire des germes, par les modalités de ventilation dans les locaux. Et ils font la comparaison avec le choléra en disant qu'à Londres, on a pu juguler l'épidémie de choléra en modifiant, en investissant en fait dans les égouts de la ville, et que maintenant, si on veut limiter la transmission de virus respiratoires dans les bâtiments, il faut investir de la même façon sur la ventilation avec en fait différents types de ventilation qui peuvent être proposés, mais ça suppose un investissement important, d'une part de rénovation et d'autre part dans la construction neuve, de façon à limiter les possibilités de contamination dans les locaux, la pollution aérienne.
pollution extérieure pour insister sur un aspect. Donc ça, c'est un travail qui a été publié dans lequel est intervenu Antoine Flao. Je crois qu'il vous a fait une conférence. Et en fait, il a pris 4 situations différentes. La tempête de sable du Sahara. Ici, vous avez ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé en Suisse et puis ce qui s'est passé à Paris. Et on voit en fait que l'augmentation des cas fait suite à une augmentation des pics de pollution. Donc c'est un argument, mais l'autre élément sur lequel il insiste beaucoup, ce sont les phénomènes d'inversion de température et qui sont survenus quasiment dans chacun de ces cas, clairement à Paris, on va le voir, mais aussi en Suisse et à Londres. Et donc, en fait, vous avez normalement, comme vous savez, quand on monte en altitude, on a une diminution de la température. C'est ce qu'on voit ici. Progressivement, vous avez l'altitude ici en ordonnée et la température en abscisse. La température diminue progressivement. Et ici, on a un début de commençant d'inversion thermique, c'est-à-dire que ici, vous avez ici une petite augmentation de température quand vous passez à 200 mètres. Et puis après, ça reprend un chemin normal. Et dans les jours qui ont suivi, là, vous avez le 26 mars à Trappes, donc c'est en périphérie de Paris, vous avez dans les jours qui ont suivi une augmentation importante de la température jusqu'à 350 mètres, puis jusqu'à 500 mètres. Et donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'inversion thermique. Et en fait, c'est un couvercle d'air chaud qui va empêcher la dissémination de la pollution. Et c'est pourquoi on peut avoir des pollutions des épisodes de pollution très intenses. Ça s'est passé aussi à Londres lors du smog. Donc, et vous voyez qu'à la suite de ça, on reprend aussi des valeurs normales, puisque effectivement, on a une diminution progressive de la température avec l'altitude. Donc, il insiste beaucoup dans ce travail sur le fait que ces phénomènes d'inversion de température peuvent favoriser une augmentation de la pollution. Une étude espagnole ici qui a étudié différents facteurs, ici soit de sévérité, soit de mortalité par Covid. Et si je vous en parle, c'est que dedans, on trouve le NO2 et les PM10. Et vous voyez que sur la sévérité, c'est surtout les PM10, les particules qui ont un effet, et un effet également sur la mortalité. Et donc après, ils ont reclassé en fait ces facteurs de risque en fonction de l'âge. L'âge l'emporte évidemment beaucoup sur la sévérité et sur la mortalité. Et vous voyez que si on prend 100% pour l'âge, ici, le deuxième facteur sur la sévérité, c'est l'exposition préalable au PM10. Et puis ensuite, vous avez tous les autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte sur l'importance relative dans la sévérité et ici dans la mortalité. Et là, par contre, les PM10 n'arrivent qu'en 4e position, mais c'est quand même dire que c'est un facteur important à prendre en compte dans les risques liés au Covid-19, que ce soit la morbidité ou la mortalité. Le NO2 ici n'était pas sorti. Et en fait, je vous ai mis ici une étude qui a été faite en Angleterre sur le lien entre pollution et Covid. Et vous voyez ici le NO2. Le NO2, alors ce sont des données qui ont été produites par des autorités locales. Donc, ils ont regroupé un certain nombre de régions avec des valeurs moyennes. Et donc, vous voyez que PM2,5, PM10, il y a effectivement un taux d'affectivité qui est supérieur, qui est de fait de ça. L'ozone aussi semble augmenter, mais en termes de mortalité, ce qui est un peu étrange, c'est que l'ozone diminue le risque de mortalité. Ici, diminue l'effet avec les PM2,5, ce qui est aussi un petit peu étonnant, que le NO2, les oxydes d'azote, qui augmentent un peu le taux de mortalité. Donc c'est un petit peu surprenant, mais ce qui est la beauté de la publication, c'est qu'en fait, quand ils sont revenus à des données individuelles, et non plus des données un peu régionales, des données individuelles, ici avec Lucas Biobank, qui est donc une énorme base de données qui détaille vraiment pour chaque individu ses caractéristiques. Vous voyez qu'ils ont ici une augmentation de l'infectivité par les PM2,5 et puis aussi par les dérivés oxygénés de l'azote.
Donc, en fonction de la granularité de votre étude, si vous vous intéressez à la région, à l'individu, et puis aussi à la durée, vous voyez que 2018, ce sont les ronds ici et les triangles, c'est d'exposition sur les 5 dernières années en moyenne. Eh bien, même, c'est ce que on voyait tout à l'heure avec les PM2,5, une exposition antérieure à la pollution va vous rendre plus vulnérable en fait à l'infection Covid. Juste un mot rapidement sur l'ozone, parce qu'on a vu des données un peu contradictoires. Ce sont des données chinoises. Et en fait, ces données chinoises suggèrent que l'ozone peut diminuer, donc protéger de la transmissibilité du Covid-19, peut-être par un effet antiviral, donc virucide de ce gaz. Juste pour terminer, vous voyez ici, d'une part, les températures, l'humidité relative, donc ce qui concerne le climat, qui peut avoir des effets sur la viabilité du virus. On l'a vu ça au démarrage et sur la taille des gouttelettes. Et puis ici, la pollution qui va avoir aussi un effet sur la défense pulmonaire, les mécanismes de défense pulmonaire, et qui vont altérer éventuellement les défenses immunitaires et favoriser l'entrée des virus dans les cellules. C'était pour vous montrer l'association entre pollution et facteurs climatiques. Et en fait, la dernière diapositive ou l'avant-dernière, c'est ce travail qui a été fait en Chine, la population dans la province de Hubei, et qui montre sur une population de plusieurs millions d'habitants les effets de la température et de l'humidité relative, ainsi que du vent, mais le vent, ce n'est pas significatif. Quand on a l'astérisque ici, ce n'est pas significatif, mais tous les autres sont significatifs. Et puis aussi des polluants ici qui sont aussi, qui ont un effet significatif en dehors du SO2 dans la province enfin dans la ville de Wuhan, et puis aussi dans les autres villes associées à proximité. Donc il y a sûrement aussi des interactions entre les facteurs climatiques qu'on a évoqués au début, et puis aussi les facteurs ici polluants aigus, qui vont avoir un effet sur la morbidité et la mortalité. Pour conclure, les interactions sont complexes entre pollution et climat. Il y a un rôle démontré des effets de la pollution à court terme, mais aussi des effets de la pollution à long terme. Et donc, encore une fois, il est urgent d'agir pour réduire la pollution. Réduire la pollution, c'est aussi réduire le réchauffement climatique. C'est tout bénéfice que de réduire l'émission de polluants. Je vous remercie pour votre attention. Merci Bruno. Très intéressant. Yves, veux-tu... Oui. Yves, parce que moi, je n'ai pas le listing des participants. Est-ce que tu peux voir si quelqu'un a une question à poser? Oui, moi, je le vois. En fait, je pourrais peut-être en poser une question avant d'aller voir dans le chat pour ramasser des questions. Il y en a une aussi dans le chat. Mais moi, j'aimerais savoir, au tout début, les résultats expérimentaux que vous avez montrés avec température, en fait, toutes sortes de variables, ces résultats-là ont montré énormément de variabilité. Est-ce qu'on sait Absolument. Parce qu'en fait, on s'adresse à des pays, en fait, le comportement est extrêmement différent. Il faut savoir aussi quelles sont les mesures qui ont été prises, de restrictions, par exemple, de circulation. Est-ce que les gens respectent les mesures barrières? Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent jouer sur les aspects socio-économiques aussi, n'ont pas été pris en compte, qui peuvent jouer en fait sur la transmissibilité, sur la morbidité de Covid-19. Ça c'est clair. OK. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on sait un petit peu quels sont les mécanismes d'adhérence entre les particules virales et les particules de pollution? Comment elles s'accrochent aux particules? Ça, à ma connaissance, non. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que ça puisse être véhiculé, qu'il y ait un lien entre la pollution qui va provoquer une inflammation pulmonaire et puis le fait que ça favorise l'infection par le Covid et le développement du Covid. Par exemple, par le fait qu'on va surexprimer la CE2, mais l'interaction directe entre les particules et le virus, à ma connaissance, ne sont pas connues. Ben oui, je voudrais revenir justement sur cette histoire précisément sur l'aspect aérosol.
à la fois de la pollution et à la fois de la transmission du virus. Tu citais une publication d'Isabella qui montrait que les particules étaient viables jusqu'à 3 heures. Je me souviens de ce papier. Euh, Peut-être que je n'avais pas bien compris, mais j'avais compris qu'on savait que c'était viable au moins 3 heures, mais peut-être plus. Je me trompe? Ouais, absolument, oui. Hein, Et on peut retrouver du matériel génétique du virus à distance, hein, oui. plus à distance que ça. Mais a priori, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que c'est toujours Viable ou viable? Est-ce pas? qu'il est contaminant? Est-ce qu'il peut être contaminant? Et ça, c'est reste une question qui n'est pas résolue parce que c'est difficile d'un point de vue technique, tu vois, de Oui. faire ça. Alors, c'est vrai que parce que ça pose un problème et je voudrais aborder le problème par un autre bout. Moi, dans ma grande naïveté, j'ai l'habitude de dire que, après tout, un aérosol de virus que l'on rejetterait par la respiration, c'est à peu près la même chose qu'un aérosol de fumée de tabac. En partant du fait que dans la fumée de tabac, tu as des particules de PM, enfin différentes catégories, PM2,5 jusqu'à PM10 à peu près. Ouais, Tu en ouais. as qui tombent rapidement, puis tu en as d'autres qui restent dans l'air. Si tu fumes une cigarette dans une pièce un soir à 20 heures, le lendemain matin à 8 heures, ça sent le tabac. Ouais. Ça veut dire qu'il y a encore des particules dans l'air. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout simplement que c'est la même chose pour des particules virales, que 24 heures après, si la pièce n'est pas aérée, eh bien, il en reste dans l'air. Ça te paraît naïf et 24 heures après, ce que je sais, il y a eu un travail qui a été fait dans une voiture, en fait, occupée par quelqu'un qui avait une infection par le SARS-CoV-2. Et dans la voiture, après que le sujet, le patient, oui, parce que c'est un malade, soit parti, on a retrouvé des particules virales viables dans la voiture. Donc, ça, c'était un des arguments qui était apporté par Trisha Greenhalgh sur le sujet. Ah, Donc, oui, mais ça dépend aussi de toi, la définition de l'aérosol, ce sont des particules de moins de 5 microns. Mais pour certains, c'est plutôt moins de 100 nanomètres, hein, la définition de l'aérosol. Oui. Oui, Yves? Ouais, ben, j'aurais aimé ça revenir sur la fumée de cigarette parce qu'effectivement, il y a énormément de constituants polluants dans la fumée de cigarette. Qu'est-ce qu'on sait très précisément? Est-ce qu'on sait des choses précises concernant l'interaction entre les divers agents contenus dans la fumée de tabac versus l'adhésion du SARS-CoV-2? Mais déjà, tu veux dire que l'infectivité du SARS-CoV-2 chez un sujet fumeur, Est-ce que le virus colle mieux sur certains types de particules, etc.? non, on rejoint la question que tu me posais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas connaissance de travaux qui se soient intéressés à ça. Ça pose la question de la transmissibilité. Si tu as un fumeur qui est affecté, qui soit éventuellement symptomatique ou non symptomatique, et qui va rejeter du virus dans l'air exhalé, est-ce que quand il fume, il peut éventuellement en même temps renvoyer des particules qui sont chargées en virus? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. OK. Et tu sais qu'il y avait eu des discussions sur le fait que le tabac, en tout cas en France, il y avait une discussion sur le tabac qui aurait pu être protecteur en fait de l'infection par le Covid. Non. Ça a été réfuté. Ça a été réfuté. Hein, et au contraire, tu peux faire des formes graves. OK. Étienne, moi, j'ai épuisé les questions dans le chat. Oui. Oui, là, c'est peut-être plus de l'histoire qu'autre chose. Au départ de cette pandémie, on a beaucoup insisté sur la contamination par le toucher, les mains, etc. Il fallait absolument se protéger. Le masque n'était pas nécessaire. Il est devenu assez rapidement, mais il n'était pas nécessaire. A posteriori, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais c'est quand même assez étonnant qu'on en soit arrivé à cette première conclusion, en tout cas, qui a été vite corrigée. C'est tout de même très, très curieux. Oui, mais quand tu vois l'article de Science que j'ai cité, là, tu sais, sur la ventilation des locaux et l'importance de prendre en compte ces facteurs, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Hein. Ouais. Alors que ça paraît une évidence. Mais c'est intéressant de voir que c'est le Covid qui va
donné le coup de pied dans la fourmilière qui fait que ça va être intéressant pour d'autres virus respiratoires qui sont sûrement transmis de la même façon. Mhm. Et puis l'autre aspect, à contrario, on avait dit, mais les transports en commun, le métro, ça va être épouvantable. Et bon, c'est un peu discuté. Il y a Ouais. probablement des transmissions qui sont ignorées parce que c'est difficile de faire un Probablement que c'est traçage. majoré. Il y a eu un papier récent là-dessus et qui dit qu'effectivement, il y a une augmentation du risque d'infection, mais qui n'est pas majeure, qui est en tout cas beaucoup moindre que si tu vas dans un restaurant ou dans un bar, Absolument. par exemple. Oui. Voilà. Alors, dans le métro, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que tout le monde a un masque. Peut-être moins aujourd'hui qu'il y a un mois, mais tout le monde a un masque et manifestement, le masque, ça sert à quelque chose, quoi. Et le masque tout Ah oui, je simple. pense que ça. Oui, oui, Hein. absolument. Oui, il y a quand même une contamination par gouttelette et par voie directe aussi. Mm. Donc, je pense que ça prévient ce type de contamination. Il y a une étude qui est parue, ça ne fait pas tellement longtemps, je pense que c'est en France, où on comparait différents endroits. On comparait Ouais, on comparait le véhicule, on comparait l'avion, et puis il s'est avéré que le plus grand risque de l'attraper était dans un avion. ouais. Pourtant, s'il y a un endroit qui est ventilé, c'est bien là, hein? Mm. Très ventilé. Oui, mais tu sais, il y a aussi une discussion sur les trains. Il y a eu les trains aussi, notamment dans le TGV. Il y a eu toute cette discussion sur la ventilation. Parce que est-ce que l'air est filtré et réutilisé? Est-ce que les filtres sont efficaces? Est-ce qu'ils ont été tous changés au bon moment, etc. Il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Mm. Donc, euh, mais c'est vrai, tu sais, aussi avec la transmission d'autres maladies comme la tuberculose, il y a eu aussi des discussions là-dessus avec des risques dans les avions, même Mm. s'il y a une ventilation importante. OK. Merci beaucoup. Mais Eh je bien, vous en prie. merci beaucoup. Et pour revenir, tu parlais, excuse-moi, je rebondis là-dessus, tu parles de la tuberculose. On avait montré, je me souviens, le poster à la TS, parce que c'est toujours des cas anecdotiques, un cas de tuberculose dans une usine dans une usine, pardon, dans une église méthodiste aux Ouais, États-Unis, et tu as 250 cas dans les 6 mois qui suivent. ouais. C'est un lieu clos, c'est propice à toute transmission Ouais, virale ou bactérienne. le Ah oui, début de Covid, et c'était un des arguments aussi de Trisha Grinal, c'est qu'il y a eu des événements voilà. d'ultra-dispersion. Mm. Nous, on a eu les évangélistes dans l'Est de Ouais, la France absolument. qui se sont réunis et qui ont disséminé le Mm. virus de façon extrêmement importante. Une question que vous ne m'avez pas posée, c'était c'était le fait qu'avec le Covid, on a eu un confinement et le confinement était à l'origine d'une diminution de la pollution. Et en fait, on a des effets, je dirais, indirects de l'infection Covid qui va être une réduction importante de la pollution, notamment du NO2. C'est un Mm. petit peu moins évident sur les PM2,5, enfin sur les particules, mais qui sont probablement à l'origine d'une diminution d'un certain nombre de décès. Il y a Ah oui. un travail là-dessus. Oui, Mhm. effectivement. De toute façon, ça a été montré dans le cas des avions. Le confinement, la limitation des déplacements a eu un effet extrêmement positif sur la couche d'ozone. Oui, absolument. Donc, j'imagine aussi sur tout ce qui s'ensuit de la transmission des maladies, etc. Ça a été bénéfique. Est-ce C'est un que, effet indirect positif, oui. ouais, Ok, direct. est-ce que maintenant, on va avoir appris de tout ça? J'en doute. On verra. On verra. Tout à fait. Eh bien, Yves, tu veux conclure? Ben, écoutez, je remercie Bruno Housset pour cette extrêmement bien montée conférence. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup. Donc, merci à vous. Et puis, écoutez, pour ceux qui nous suivaient, je peux peut-être aller voir rapidement la prochaine conférence. Ne bougez pas, je m'excuse. Je l'ai sous les yeux, si tu veux, Guy. Vas-y, Étienne, tu peux peut-être la donner parce que je ne l'ai pas, moi. Là. Oui, et la prochaine conférence, la conférence pandémie, ce sera le jeudi 16 décembre, c'est-à-dire dans 15 jours. Professeur Agnès Hamzaoui, que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est chef du service de pneumologie à l'hôpital Abderrahmane Mami à l'Ariana, à Tunis, et qui nous traitera Covid-19, pneumonie ou maladie systémique. C'est un sujet dont on a parlé souvent, mais il y a des données récentes et je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Exact. Et moi, je peux rajouter que c'est notre dernière conférence Oui. avec la professeure Anzaoui. C'est la dernière
de la série 2021. Et donc, on va vous retrouver en 2022. Et la prochaine, je crois, jusqu'à preuve du contraire, c'est le 13 janvier. Donc, d'ici là, je vais vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Je lisais ce matin dans les journaux, jusqu'à preuve du contraire, les dirigeants espèrent que le temps des fêtes sera un temps où les gens pourront se voir d'une certaine façon. Il faut espérer que Omicron ne fasse pas trop de dégâts. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, à très bientôt. Et à bientôt. En ligne, Oui. s'il vous plaît? Oui, je reste en ligne. Merci. Ah oui. Et cesse l'enregistrement, Étienne. Oui.